Vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous enregistrons ce 231e épisode le 1er juin 2021. Ça va devenir compliqué de dire le numéro de l'épisode, vous allez voir, je vais m'y tromper dans les futurs épisodes. Au programme, en tout cas cette fois-ci, la conférence Build de Microsoft s'est déroulée une fois de plus en ligne. L'occasion pour la firme de Redmond de s'adresser aux développeurs et indirectement aux utilisateurs finaux. Très indirectement, vous allez voir. Au menu, l'application chouchou des entreprises pour communiquer en temps de pandémie, Teams, le navigateur Edge qui est plus Chromium que Chrome. Il y a du Linux aussi à citer dedans et même un futur Windows qui a été brièvement sous-entendu. Amazon est également sous le feu des projecteurs. Alors, les projecteurs, pas encore ceux des salles de cinéma, mais ça ne serait peut-être pas tardé, on verra. Avec le rachat de MGM, que nous avions déjà évoqué dans l'épisode précédent, et du nouveau sur les contrats spatiaux de Blue Origin, l'autre lubie de Jeff Bezos. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve celui qui est à l'actu-tech, ce que les Français sont au fait de râler. Auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Oui, salut, et je râle moi-même, pour ma part, hein. Je fais ma part. Mais bien sûr. Je fais ma part du boulot. Mais parce qu'on est très authentiquement français. Alors, j'ai pensé à ça, Guillaume, parce que tu sais qu'on a eu un temps de mai, une météo du mois de mai catastrophique, très pluvieuse, digne des pires mois de mars de notre existence. Et dès ce week-end, il faisait un temps magnifique. Samedi, je suis sorti un petit peu et dans les magasins, les gens que je croisais, ils étaient tous « Oh là, j'ai beaucoup trop chaud, c'est insupportable. » Enfin voilà, jamais content, quoi. On a eu un avis sur Apple Podcast, Guillaume, qui est de Ketchup Plus, qui vient de Belgique d'ailleurs. Il a déposé 5 étoiles depuis sa belle Belgique. Et alors, tiens-toi bien, le titre de son avis, c'est Patatras, voilà 5 étoiles. Il nous dit le seul podcast tech qui a réussi à m'expliquer ce que sont les NFT sans se prendre la voix dans le tapis. Rien que pour cela, bravo, échange, vulgarisation, veille tech et voix souriante, merci. Merci beaucoup à toi, Ketchup Plus, et on va vous reparler un petit peu de NFT. Vous allez voir que ça devient cocasse dans le sens où ça dépasse encore les limites de ce qu'on aurait pu imaginer en termes de dérive des NFT. On en parlera tout à l'heure. Bienvenue aux nouveaux abonnés à notre page Patreon et merci à ceux qui renouvellent leur engagement. Au passage, il est fort possible qu'au moment où vous avez lancé cet épisode, vous avez entendu un message d'un sponsor. Cette publicité, évidemment, a contribué à faire de cette activité, qui est à la base une vraie passion, un petit travail. Alors, merci beaucoup à vous de l'avoir évidemment écouté, mais n'hésitez pas non plus à aller cliquer sur le lien qui est présent dans les notes de l'émission, ne serait-ce que pour découvrir l'avantage qui vous est proposé. Et puis, si vous êtes allergique à la pub, évidemment, on vous comprend. Grâce à Patreon, vous pouvez vous en affranchir avec un flux privé où les épisodes sont protégés de la pub. Merci tout particulièrement à Fabien, d'ailleurs, qui a fait la démarche de s'inscrire sur patreon.com/techcafé. Et une fois n'est pas coutume, Guillaume, tu sais ce que je vais faire ? Je vais remercier chaleureusement ceux qui nous ont soutenus et qui ne le font plus. Alors, je vais citer Jérôme Duchon, Philippe M, Gaël Ides, Cyril Dan, Jonathan Marin, Olivier Jandel et Vince et Versa. Et en fait, une fois n'est pas coutume, je vais citer effectivement ces personnes qui ne soutiennent plus Tech Café parce qu'elles ont participé pendant un bon moment au financement du podcast à des degrés divers selon les uns et les autres. Et je voudrais donc illustrer aussi qu'un soutien, même durant quelques temps, c'est toujours très très précieux. Et puis je le fais aussi pour montrer que voilà, une personne qui rejoint l'espace Patreon de Tech Café n'est pas abonnée à vie. Et encore heureux, on est très loin d'être une prison dorée, ou même pire, une prison pas dorée du tout. Mais que du coup, c'est aussi parce que certaines personnes mettent fin temporairement ou pas à leur abonnement que je ne peux que vous encourager à aller jeter un coup d'œil si vous l'envisagiez depuis un moment mais que vous n'aviez jamais pris le temps. Donc merci beaucoup par avance. Rendez-vous sur le site Patreon, Patreon, à l'adresse patreon.com/techcafé pour avoir toutes les explications et de toute façon le lien est dans les notes de l'épisode. Guillaume, sans autre forme de procès, on va parler de nos news tech. Alors, allez, on doit donner quelques petites coulisses à cet épisode. On avait originalement un chroniqueur de marque qui devait nous accompagner, qui est Matt, que vous connaissez bien, prof du web, et qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous. Je crois qu'il en est aussi attristé que nous en sommes peinés, mais en tout cas il voulait un petit peu nous parler évidemment de la conférence Build de Microsoft. Alors peut-être qu'on n'aura pas le même regard de l'info nuagique, comme ils disent au Québec pour dire le cloud, que lui, mais quand même on va vous parler un petit peu de ce qui a été présenté dans cette Build de Microsoft. Guillaume,
Qu'est-ce qui a retenu ton attention? Peut-être Azure pour commencer, qui est quand même le fer de lance commercial de Microsoft maintenant. Bah écoute, oui, hein, puisque Matt est pas venu, je vais saloper le travail moi-même, voilà. Je vais faire ça comme un sagouin. Non, bah oui, non, c'est vrai que je dois avouer que j'ai pas suivi non plus avec une attention passionnée de chaque instant la build de Microsoft. Bon, je suis pas passionné par Teams ou Edge déjà, bon, de base, mais c'est vrai que même les détails des services Azure, bon, il y a eu beaucoup d'annonces, hein, évidemment, pour la plupart très orientés Dev Cloud et Dev Windows. Et c'est vrai que je suis peut-être pas la meilleure personne pour parler des nouveautés Azure, mais bon, je peux donner quand même un rapide survol. Bon, évidemment, les services existants s'enrichissent toujours plus, et Azure AI intègre Immersive Reader et Cognitive Search. Voilà, Azure propose aussi plein de services pour des bases de données, Azure avec voilà, SQL, mais aussi Postgre ou CosmoDB. Il y a même des tarifs réduits pour être plus fauché, ce qui est quand même plutôt sympa. Voilà, GitHub est directement intégré à Visual Studio Code, et toujours pour les développeurs hein, et le déploiement, donc Azure va supporter Kubernetes. Alors, Kubernetes, c'est un projet de Google à la base, hein, qu'ils ont mis en open source, c'est un gestionnaire de déploiement de conteneurs qui est très utilisé aujourd'hui. Je peux peut-être expliquer un petit peu ce que c'est d'ailleurs. C'est le même principe que Docker, si je dis pas de bêtises. C'est au-dessus de Docker en fait. En fait, il faut partir du conteneur, donc comme on a avec Docker effectivement. Donc voilà. En gros, avant, on faisait de la virtualisation brutale, quoi. Tu vois, on virtualisait une machine complète avec un OS, hein, donc OS compris. Donc sur une machine, on faisait tourner plusieurs machines virtuelles. Sur une machine réelle, quoi, un serveur réel, on faisait tourner plusieurs VM, donc pour Virtual Machines, dans lesquelles tu pouvais avoir, donc dans chacune un serveur différent. Donc tu avais une VM pour un serveur mail, une VM pour un serveur web, disons. Alors c'est super pratique évidemment parce que le déploiement est facilité, hein. Tu peux déplacer le serveur d'une machine à une autre sans qu'elle s'en rende compte, tout simplement. Tu peux les figer, tu peux faire des clones. S'il y en a une qui plante, de toute façon les autres le sauront jamais. Donc ce qui est cool avec les VM, c'est que tu as aussi... Donc avec ça, c'est cool avec les VM si tu veux, mais le problème, par contre, c'est que tu as aussi beaucoup de redondance. Parce que, évidemment, c'est une machine complète, donc tu as un OS, donc tu as plein de bibliothèques en double, sans doute, hein, et tout ça, ça consomme de la RAM quand même et du disque pour pas grand-chose. D'où l'idée du conteneur. Donc un conteneur, en fait, c'est un environnement virtualisé, mais il contient pas toute la machine. C'est une sorte de VM light, du coup. Donc en lançant un serveur web et un serveur mail conteneurisé, on les lance tous les deux sur le même OS, donc il y a moins de redondance, et on peut lancer donc du coup plus de serveurs hein, sur la même machine physique. Et bon, tout ça... Ça les cloisonne quand même, j'imagine, et donc ça a des vertus de sécurité complètement, un petit ça peu, les cloisonne aussi, complètement. Oui, un truc qui est dans un conteneur n'a pas conscience de ce qui se passe dans les autres conteneurs. Donc tout ça, enfin, sauf s'ils discutent via un truc, via un espace, mais sinon, effectivement, ils sont cloisonnés complètement. Donc tout ça, évidemment, on peut le faire à la main avec Docker, par exemple, tout à fait. Maintenant, il faut se mettre dans la peau d'un ingénieur système hein, qui n'a pas 1, il n'y a pas 10, qui n'a pas 100, mais qui a des milliers de serveurs réels, enfin des milliers de nœuds de calcul, quoi, avec des milliers de disques, etc. Donc en fait, un truc à l'échelle d'un data center. Et donc le gars qui doit déployer des conteneurs sur 2500 nœuds, il est quand même très content d'avoir un système automatisé hein, qui fait ça pour lui, en tout cas une grosse partie du boulot, et qui en plus permet de monitorer voilà l'état de santé des conteneurs et de gérer un petit peu leurs petits besoins, leurs petits malheurs. Parce que bon, ça arrive, hein, dans la vie d'un conteneur, ça peut être compliqué, il peut planter pour une raison ou pour une autre. Et s'il se plante, évidemment, l'outil peut les relancer automatiquement, ou ils peuvent être mis à jour aussi, évidemment, de temps en temps, ou si un serveur crame, parce que ça existe, hein, ça arrive tout le temps, hein, les serveurs crament, un disque dur plante, il y a plus... Bon, un conteneur peut être migré vers un autre nœud. Donc s'il y a trop de requêtes qui arrivent sur un serveur aussi, par exemple, il peut lancer un clone et les orienter les requêtes en plus dessus. Donc gérer des armées de conteneurs sur des clusters, ça peut se faire avec divers outils, hein, dont Docker Swarm d'ailleurs, et aussi Kubernetes, Kubernetes, en fait, c'est un mot grec. C'est pour ça que c'est un peu bizarre, ça sonne un petit peu étrange pour un mot anglais, c'est parce que c'est pas du tout anglais, hein, c'est un mot grec qui veut dire timonier, donc voilà, c'est une sorte de chef d'orchestre pour faciliter la vie de ceux qui doivent déployer des applications cloud comme ça, donc les pauvres, hein, c'est pas facile forcément. Et donc Azure supporte désormais aussi Kubernetes, en plus de ses propres outils, parce qu'il avait sans doute aussi des outils de déploiement comme ça, forcément. Donc voilà, c'est quand même des choses qui sont un petit peu spécifiques, hein. La dev c'est quelque chose, puis la dev cloud c'est encore autre chose. Je sais qu'il y a un onglet sur notre serveur Discord de TechTFA qui est dédié aux devs, donc je pense que ce sera forcément ce public-là qui sera très à l'aise avec ces thématiques. Je dois reconnaître moi que j'ai découvert il y a pas très longtemps Docker. Alors je savais que ça existait, hein, je connaissais les principes, mais je l'avais jamais utilisé et j'ai commencé à l'utiliser pour des besoins très personnels. Et je dois reconnaître qu'une fois que tu as compris le fonctionnement, il y a quelque chose d'assez magique, quoi, de pouvoir réinstaller en un clic
graphique tout ton dispositif, sans perdre d'ailleurs ta configuration, de pouvoir cloisonner les choses de manière très très efficace. Il y a quelque chose de magique, mais j'ai eu beaucoup de mal à comprendre vraiment comment ça marchait. D'ailleurs, je suis pas complètement certain de comprendre comment ça marche aujourd'hui, et je fais confiance dans le fonctionnement un petit peu comme je le ferais dans de la magie vaudou, mais ça faisait pas partie de mon enseignement universitaire que j'ai eu au début des années 2000, et je me sens un peu paumé, je dois dire. Alors peut-être que je vieillis aussi, Guillaume, hein, ça c'est possible, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un changement de paradigme dans la façon de distribuer l'informatique et la structure de plusieurs centres d'intelligence technologique sur les serveurs. Mais voilà, une fois qu'on l'a appréhendé, c'est vraiment captivant, et j'imagine pas qu'il y a beaucoup d'innovation dans ce domaine-là, et c'est intéressant de le souligner. Alors à la Build, Guillaume, ils ont évidemment aussi parlé de Teams. Alors tu es pas forcément un grand utilisateur de Teams. Pour être honnête, je le suis pas non plus complètement, mais il faut reconnaître malgré tout que ça devient un outil qui s'installe vraiment partout dans le monde du travail, y compris dans les entreprises qui sont parfois les plus réfractaires aux avancées technologiques. C'est un outil qui, je trouve, fait avancer et fait bouger les lignes dans les entreprises les plus conservatrices, et ça n'arrête pas de proposer des innovations plutôt sympas dans ce domaine-là, Guillaume. Oui, en fait, j'ai pas des mains suivies non plus, pour être tout à fait honnête, hein, surtout Teams. Disons que là, ils ont parlé aussi de développement de Teams, parce qu'apparemment, tu peux faire des applis Teams maintenant. C'est tableau blanc, c'est vrai depuis, voilà, évidemment, c'est des applications qui sont orientées collaboration, et c'est possible depuis l'an dernier. Et donc là, en fait, ils ont mis en accès un certain nombre de trucs supplémentaires. Donc tu peux, c'est surtout pour faciliter le code, parce qu'il y a quand même un grand push chez Microsoft, et c'est quand même louable, hein, d'essayer de rendre le code accessible un petit peu à tout le monde. Alors il y a des choses qui sont, plus classiques, comme Project Réunion, dont on a déjà parlé, qui a un truc qui donc en version 0.8, donc ça avance doucement, parce qu'il y avait la 0.5 il y a quelques temps, puis la 0.8. Alors Projet Réunion, on s'en souvient, c'est cette espèce de tentative de Microsoft de marier l'ancienne interface et l'ancienne API Windows et la nouvelle, donc en particulier WinUI 3, WebView, etc., et .NET aussi, et de les de faire en sorte, si tu veux, que tu développes une application Windows avec un seul truc, en fait, et que tu peux utiliser des choses modernes, en fait, même si à la base tu développais un truc, une appli Windows pour desktop classique, quoi. Hein. Donc ça, c'est vrai que ça fait partie des trucs plus, des facilités de dev plus standard, on va dire. Mais il y a aussi un vrai push vers le low code chez Microsoft. Et donc effectivement, ils essaient de faciliter au maximum le développement sur Teams. Et puis il y a aussi ce qui a été le plus intéressant, enfin en tout cas le plus frappant pour moi, le plus impressionnant effectivement, c'est l'utilisation de GPT-3 pour coder. Donc coder en langage naturel. Donc on parlait du low code, donc le low code c'est donc du code assez simple, accessible à tous, que même les non professionnels peuvent utiliser. Et en particulier on parlait de PowerFX, donc une sorte de langage comme ça à faciliter, qui est issu un petit peu d'Excel. Et bon, il faut quand même, jusqu'à présent en tout cas, il fallait quand même écrire les formules. Bon, même si c'est des formules simples et que beaucoup de gens connaissent déjà via Excel, il fallait quand même écrire les formules. Maintenant, avec GPT-3, ils ont fait la démo, si tu veux, d'un outil qui permettrait de transcrire le langage naturel. Donc en fait, tu dis ce que tu veux que la fonction fasse, et le code Excel ou PowerFX se fait tout seul. Donc par exemple, l'exemple qu'il y a eu, c'était trouver les produits dont le nom commence par kids, et Power Apps, il écrit filter, ouvrez les guillemets, BC order, /left, product égale kids, et bon, voilà, je dis pas le truc classique, mais je dis pas le truc complet, mais voilà, donc en gros, vous dites ce que vous voulez que ça fasse, et c'est traduit dans une fonction. Donc c'est du no-code, carrément, ça permet de traduire le langage naturel en code, ça, ce qui est vraiment super impressionnant, même si, bien entendu, pour l'instant, c'est limité aux formules, donc c'est-à-dire que c'est des c'est des codes qui sont évidemment assez courts, et surtout qui n'ont pas un contexte très compliqué, hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas fabriquer une appli complète, une appli Android complète, encore moins une appli... pas faire un MMORPG. Tu vas pas programmer un MMORPG ou un navigateur internet ou quoi que ce soit, pas encore en tout cas, en utilisant ce genre de truc, mais c'est déjà très impressionnant de voir qu'on peut traduire comme ça des intentions simples, les énoncer en langage naturel, et pouvoir avoir une formule qui fonctionne, hein, bien entendu, à la clé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très impressionnant, et ça utilise GPT-3, qui a été fait par OpenAI, comme on rappelle, et lourdement financé par Microsoft, et GPT-3 est d'ailleurs exclusif d'usage à Microsoft. Il a la licence exclusive, disons. C'est pas... il a la licence exclusive. C'est pas forcément d'usage exclusif.
Non, il n'est pas le seul à pouvoir l'utiliser, mais il en a une licence exclusive. Bon, mais par contre, on doit quand même souligner que au-delà de Teams, c'est probablement là le deuxième exemple d'usage qui est présenté à la build, qui est marquant. Il y en a eu plein d'autres, mais pour l'utilisateur final, parce que paradoxalement, je pense qu'évidemment là, on s'adresse pas à des développeurs, mais on s'adresse à tous les professionnels dans les entreprises, encore une fois, qui ont besoin de faire des calculs hyper simples. Et je dois reconnaître que tous autant qu'on est, quand tu as un tableau que tu dois livrer avec des rapports de données, d'analyse, des statistiques, etc., et que tu passes un temps terriblement précieux de plusieurs dizaines de minutes à chercher la bonne formule qui va bien, et on sait comment ça se termine, Guillaume, ça se termine par la même requête en langage naturel, mais sur Google. Donc tu vas sur Google et tu dis comment lister toutes les valeurs non vides. Et là, tu as Stack Overflow qui te répond. Et donc, en général, il y a Stack Overflow qui te répond. Et là, c'est hyper malin de sauter cette étape et d'avoir le résultat qui arrive direct. Très malin à tester mais moi, j'y crois beaucoup. Matt avait dit, il y a de ça déjà 2 ans, je crois, que c'était vraiment un avenir dans lequel il fallait voir beaucoup de perspectives, le low-code et même le no-code. Ça se vérifie à chaque fois. Tu nous parles un petit peu de Edge. Alors, j'ai l'impression que Edge, à chaque fois qu'on en parle, c'est le navigateur qui succède à Internet Explorer, mais qui a philosophiquement changé de base puisqu'il est basé sur Chromium. Et donc, c'était le bon choix, c'était le choix le plus pertinent. C'est pas Chrome, mais en gros, il y a plein d'avantages quand même à avoir la base Chromium. Et surtout, Microsoft se présente aussi comme un gros contributeur sur Chromium, avec, ils l'ont annoncé, 5300 modifications suggérées sur le socle de Chrome, quoi. Enfin, sur Chromium, sur la base des navigateurs. Oui. Ça va être Chrome 91 en fait, qui va intégrer des petites fonctions supplémentaires assez agréables, comme par exemple, donc déjà il va démarrer plus vite, ce qui est quand même toujours sympa. Et puis il y a une fonction qui permettra de mettre en repos, enfin de mettre en sommeil certains onglets que tu n'utilises pas pendant un petit moment. Donc en fait, ça me les mettre en sommeil, ça veut dire tout simplement les foutre sur disque dur, quoi. Donc ils sont complètement gelés et après ils sont rechargés à la demande. Je pensais que c'était déjà le cas. Excuse-moi, c'est vrai que quand je voyais un peu ces news-là, je pensais que c'était déjà le cas. Alors est-ce qu'ils le font mieux? Non, en fait, ça le faisait pas. Moi en tout cas, moi je suis sur Firefox et sur Firefox, les onglets se chargent quand tu cliques dessus. C'est-à-dire quand par exemple tu restaures ton navigateur et que t'as 40 onglets, c'est pas du tout mon cas bien sûr. T'as pas les 40 onglets qui se chargent, mais t'as les 40 onglets qui se chargent si tu cliques dessus au fur et à mesure. Par contre, après, ils restent en mémoire. Même si tu les utilises pas pendant un moment, quoi. Donc ça, c'est une option qui est pas obligatoire d'ailleurs, que tu peux désactiver, mais qui peut être très utile pour les petites configs qui ont pas énormément de RAM, évidemment. Ça peut être très utile comme ça d'économiser au maximum. Les trucs les moins utilisés, ils gèrent de la mémoire et puis ça laisse de la place pour le reste, quoi. Donc il y a eu pas mal de petites annonces quand même comme ça qui sont aussi pour les utilisateurs. Pour les utilisateurs finaux. Alors bon, évidemment pas forcément tous, puis il y a eu des petites annonces aussi pour Linux. C'était déjà sorti, on n'avait pas vraiment parlé, mais c'était déjà sorti. Par exemple, on sait qu'il existe le Windows Subsystem le Linux Subsystem for Windows, donc le WSL, et donc WSL2 même maintenant. Et donc ce truc-là permettait déjà d'exécuter des applications Linux en ligne de commande, donc voilà, en texte, on va dire, mais tu pouvais pas exécuter Firefox Linux sur Windows. Et ben là, maintenant, si, ça y est, puisque ça y est, maintenant, la prise en charge des interfaces graphiques Linux va arriver dans Windows pour Linux 2, et en fait, cette fonctionnalité va permettre de lancer un petit peu ce que tu veux directement donc tu pourras même avoir 2 Firefox, en fait, un Firefox Windows, un Firefox Linux, et évidemment, donc, toutes les applis que tu veux, donc ça ouvre encore plus, ça Linuxise encore plus Windows, si tu veux, et un truc qui Linuxise Windows de manière vraiment violente, c'est probablement Windows Terminal. Parce qu'un truc très emblématique sur Linux, évidemment, que tout le monde utilise, c'est le terminal, la ligne de commande. On utilise beaucoup plus la ligne de commande en général sous Linux que sous Windows, enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Et cette ligne de commande, donc c'est ce qu'on appelle le terminal, et le terminal, en général, les terminaux sous Linux, ils sont assez sophistiqués, les émulateurs de terminaux. Et donc là, tu as le terminal Windows qui qui ne cesse de se sophistiquer et qui désormais a même ce qui s'appelle un Quake Mode.
Quake Mode. Alors, je sais pas exactement pourquoi il dit ça, mais c'est pas pour jouer à Quake. Hein, c'est pas du tout pour jouer à Quake, c'est juste que tu peux assigner le raccourci clavier pour appeler un terminal n'importe où. Et le terminal en fait peut émuler donc soit un terminal de type bash, voilà comme sous Linux, soit une commande, donc une ligne de commande standard sur Windows, soit un PowerShell carrément, donc ligne de commande évoluée sous Windows. Donc c'est voilà, je pense que c'est Windows se Linuxise de plus en plus, c'est assez marrant. Après évidemment c'est optionnel tout ça, hein, c'est pas forcé, c'est pas inclus directement dedans. Pour l'instant donc on va dire que Linux c'est un des futurs de Windows. Le vrai futur de Windows, qu'est-ce que c'est pour l'instant, on n'en sait rien, même si ça a été teasé par Satya Nadella, qui a, pendant la keynote de la build, qui a virtuellement rien dit, en fait, plus ou moins, puisque globalement, il a dit juste qu'une nouvelle version de Windows allait arriver, et que cette version de Windows, elle allait donner de nouvelles opportunités à plein de développeurs, etc., et qu'il y aurait une refonte de l'interface, etc., etc., Alors on se rappelle que justement on nous annonçait il y a de ça quelques temps un Windows 10X qui était pensé notamment pour les multi-écrans. Alors c'est peut-être ça, non ? En fait certainement pas, parce que Windows 10X il est mort, enterré, donc c'est un truc qui n'est jamais sorti et qui ne sortira jamais en l'état. Il faut dire que c'était déjà mal parti, puisque Windows 10X au début c'était pour accompagner la vague des appareils double écran, qui n'est pas arrivé en fait, puisque voilà ça s'est arrêté. Oui, ça c'est vraiment patatras quoi. Et donc Windows 10X devait apparaître sur ce genre de truc, puis il a été remanié pour apparaître sur des trucs double écran, simple écran pardon. Et là, en fait, il est complètement passé à la trappe. Mais ça veut pas dire que tout le boulot qui a été fait dessus est complètement passé à la trappe, c'est fort peu probable. En fait, ce qui est probable, c'est que Windows 10X intègre Windows 10 tout court, et que après, il y a des gros changements ergonomiques qui arrivent sous Windows, et qui sont probablement issus de l'esthétique et de l'ergonomie Windows 10X. Et après, il y a aussi très probablement des gros changements qui vont atterrir sur le Windows Store. Windows Store qui probablement va s'ouvrir à plus de choses, alors probablement donc aux applications Windows Windows classique quoi, Windows Win32, quelque part, les anciennes applications Windows. Donc il est probable qu'on puisse avoir un Firefox ou un Opera directement. Il y a probablement aussi il est possible aussi que le Windows Store s'ouvre à des magasins tiers ou à d'autres trucs, je sais pas, qu'il y ait des ponts entre les magasins. On sait pas exactement. Avec l'affaire Epic Games versus Apple qui court en ce moment, c'est de bonne loi. loi. Il a tout, tu vois, il a pas dit grand chose, mais il a quand même insisté sur le fait qu'il allait avoir des modifications sur le store, et bon, on peut imaginer, qu'il y ait ce genre de pont qui puisse apparaître. Donc on verra, en tous les cas, ça arrive assez rapidement, apparemment, cette nouvelle version de Windows. Donc, oui, on a hâte de voir ça. Ce qui est sûr, c'est que ils font tout. Ce que je vais dire, c'est évidemment en ayant une image du monde du développement qui n'est peut-être pas la réalité, et surtout n'hésitez pas à me dire si je me trompe, mais j'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui il y a encore beaucoup de besoins dans le monde des développeurs d'avoir la possibilité de démarrer un ordinateur sur Linux, d'avoir du Windows de l'autre côté, d'avoir plusieurs environnements de travail. C'est pas systématique, mais je pense que c'est encore beaucoup le cas. Indéniablement, Microsoft fait tout pour qu'on n'ait pas besoin et d'avoir le moins besoin possible de faire du dual boot et de lancer du Linux d'un côté et du Windows de l'autre côté. C'est très malin et c'est probablement la direction incontournable vers laquelle il fallait aller pour continuer à déployer Windows. On verra ce que ça donne par la suite avec une nouvelle version, et bien évidemment, on vous tiendra au courant dès qu'on aura plus d'infos et dès qu'il y aura des vraies annonces, puisqu'encore une fois, tout ça n'est que spéculation et sous-entendu. On va changer de rubrique et on va parler maintenant un petit peu plus du monde merveilleux de Jeff Bezos, qui est à la tête encore pour quelque temps d'Amazon. Et évidemment, pourquoi on en parle, c'est en écho aux infos qu'on avait déjà partagées dans l'épisode de la semaine dernière, parce que donc Amazon a racheté MGM pour 8 milliards, c'est une grosse somme et c'est une grosse acquisition, Guillaume. Ouais, il y a pas mal de trucs à dire en fait dans ce truc-là, parce que c'est fait, on en parlait la semaine dernière, là le deal est conclu, Amazon rachète MGM pour, il me semble, alors entre 8 et 8,4 milliards de dollars selon les articles, mais bon. Il doit y avoir des validations auprès de quelques régulateurs encore, non? Oui, sans aucun doute, on va en parler, mais déjà, c'est vrai qu'on peut même se poser la question de la pertinence du truc. Alors c'est vrai que ça va permettre à Amazon d'intégrer à son catalogue des James Bond, les Tomb Raider, Rocky,
plein de classiques aussi, comme la famille Adams. Bien sûr Stargate, attention, n'oublions pas Stargate. Mais bon, 8 milliards c'est pas donné, et et beaucoup du catalogue qu'Amazon vient d'acquérir, c'est plutôt du back catalogue en fait. Et même pour Bond, la licence phare, ils ont qu'une partie de la licence. Ils vont partager avec Barbara Broccoli et Michael Wilson, qui sont, en fait, ces deux-là sont demi-frères en fait. Ils ont coproduit les derniers Bond. Donc MGM a même pas la totalité finalement de la licence Bond. Donc au total d'ailleurs MGM n'a pas tant de licences blockbuster actives, et quand on voit qu'ils l'ont acheté quand même 2 fois le prix de Lucasfilm, en fait 8 milliards c'est à peu près ce que Disney a payé pour Lucasfilm plus Marvel. C'est vrai que c'est beaucoup. Donc, quand on compare, ça donne un petit peu le tournis, parce qu'effectivement, j'aurais imaginé que Star Wars, c'était une licence bien plus coûteuse, une marque beaucoup plus coûteuse que MGM. Probablement qu'au-delà des titres, il y a aussi des formes de licence sur d'autres trucs qu'on n'a peut-être pas identifiés. Ah mais non, ils ont les IP, mais alors au total, c'est vrai que pour Goose demande déjà si c'est une bonne affaire, parce que là le deal c'est bon, il est scellé à 8 milliards, et donc voilà, 8 milliards ça fait vraiment beaucoup quoi. Donc une bonne affaire pour Amazon. Alors après, c'est certain que ça va énormément enrichir Amazon Prime, ça c'est sûr. Ils peuvent ressusciter des franchises, tout à fait, ils peuvent capitaliser sur de nouvelles IP. Ils peuvent se faire un petit Mandalorian, eux, par exemple, tu vois, avec une autre licence. Donc, savoir si MGM vaut vraiment 8 milliards pour Amazon dans cette période de concurrence féroce pour les services de streaming, c'est pas évident, parce que c'est vrai que les acquisitions de Lucasfilm et Marvel, c'était avant la fièvre du streaming un petit peu. Donc peut-être le contexte un peu différent. Mais de toute façon, bon, Amazon c'est gros, donc c'est très très riche, donc ils ont les moyens quelque part. Et en fait, ils ont même tellement de moyens et un appétit tellement énorme que l'acquisition pourrait aller au-delà du monde du streaming finalement. Puisque là, ils ont un gros studio cinéma, et donc l'étape suivante, ça pourrait être d'acheter des cinémas. Parce que le ciné, c'est pas mort, il a été dans le coma, c'est vrai, pendant des mois, mais il y aura un rebond dès que possible. Et bon, évidemment, ce coma a laissé dans un état de faiblesse assez terrible, le cinéma, donc Amazon pourra en profiter, parce que lui, pour le coup, il pète la forme. Donc presque personne n'avait envisagé qu'Amazon rachète Whole Foods, et c'est parfaitement possible en fait qu'il achète des chaînes de cinéma, pour profiter de la frénésie post-Covid, allez savoir. Bon, en attendant, même si on est à peu près sûr que ça va pas tuer Netflix, Amy Klobuchar est pas très contente, parce qu'on est dans un contexte tendu, question antitrust, et Amazon n'est pas la dernière des boîtes à être considérée comme déjà bien trop grosse et trop puissante, donc l'avoir grossir encore avec un deal à 8 milliards, c'est pas du goût de tout le monde, En fait, il y a des sénateurs démocrates comme républicains qui sont pas du tout favorables à l'acquisition, et Amy, elle appelle à une enquête approfondie du département de justice. Alors, c'est vrai qu'il faut quand même bien avouer que c'est un moment particulièrement mal choisi pour Amazon, de faire une acquisition aussi énorme. Parce que mercredi dernier, Karl Racine, donc qui est le procureur général de Washington, il menait une charge contre Amazon en disant que non seulement Amazon est tellement puissant qu'il déglingue toute la concurrence, mais qu'en plus, en faisant ça, il fait monter les prix pour le consommateur. Et en fait, si on y réfléchit, quel est l'argumentaire de Racine pour faire ça, Amazon s'y prendrait de manière assez simple. Il punit les vendeurs tiers de son site s'ils proposent moins cher ailleurs que sur Amazon. Et du coup, il dicte de fait les prix sur Internet au sens large. Alors une telle allégation, évidemment, ça rentre totalement dans le cadre d'une démarche antitrust, note bien. Et pour aller plus loin, en fait, il faut parler du cas de Prime. Parce que voilà, donc ce service, le service au sens large, Amazon Prime. Pas Prime Vidéo, Prime Amazon Prime. Oui, mais en fait ça inclut tout, mais c'est vrai qu'on va surtout parler de la livraison gratuite en fait, que Prime donc donne pour quasiment tous les produits, enfin en tout cas pour une très très grosse quantité de produits. Donc Amazon Prime, c'est aussi donc surtout la livraison gratuite. Alors la livraison gratuite, il faut pas sous-estimer son importance en vrai, parce qu'on l'oublie souvent, mais c'est un super pouvoir la livraison gratuite. Il a été montré que près d'un tiers des clients abandonnent leur panier quand ils voient les frais d'envoi au moment de payer. Et donc pour pouvoir faire abstraction des frais d'envoi, Amazon Prime, ça permet de faire abstraction de ça, et c'est vraiment un atout majeur pour Amazon, et évidemment ça fidélise les clients sur Amazon. Et c'est pas une vue de l'esprit de Racine en vrai, puisqu'en 2015, Jeff Bezos disait déjà explicitement que les Fulfillment by Amazon, donc en fait c'est la branche logistique d'Amazon, Prime et le Marketplace, étaient donc 3 filières qui étaient tellement interdépendantes qu'elles formaient en fait un seul et même produit. Et ce méga produit, il est rendu super attrayant par une livraison rapide et gratuite. Enfin, ça, c'est ce qu'on veut faire croire. Parce qu'en réalité, la logistique, c'est extrêmement cher. Une livraison gratuite, ça n'existe pas. Donc Amazon, il faut savoir qu'il a dépensé 38 milliards de dollars en logistique en 2019. Et sans doute beaucoup plus en 2020. Et ne rêvez pas, votre abonnement Prime ne couvre pas les frais.
Surtout pas quand il est censé aussi offrir un service de VOD, un service de musique, de streaming de trucs, de jeux, et je sais quoi encore. Bon. En 2019, en fait, le chiffre d'affaires de Prime, c'était moins de 20 milliards de dollars. Ce qui veut dire qu'il en manque presque autant pour financer la logistique seule. Et donc, il n'est pas sûr que Amazon ait même les moyens, en fait, de se payer son propre service Prime. Donc, du coup, qui paye? Ben, les vendeurs Amazon. Les vendeurs Amazon qui sont soumis à des commissions très élevées. Amazon cache ces chiffres, en fait. La SEC essaie de les choper, mais Amazon les cache au maximum. Donc, on en est réduit, si tu veux, à des estimations d'experts qui estiment que les commissions varient entre 27 et 42% selon les années. Et selon les experts aussi, d'ailleurs. Donc, entre la partie marketplace et la partie logistique, si tu utilises les deux, Amazon peut prélever jusqu'à 45% des revenus d'un vendeur, selon Racine. Et tu t'imagines, on se plaint de l'App Store après. Donc, tu pourrais te demander pourquoi les vendeurs restent, du coup. Ben, parce qu'Amazon est beaucoup trop puissant. Ils ont besoin de la visibilité d'Amazon, sans quoi ils ont pratiquement aucune chance de vendre. D'ailleurs, c'est même encore plus subtil que ça, puisque c'est le système de la buy box. Parce que 80% des achats Amazon se font via la buy box. Alors, la buy box, c'est quoi? C'est ce fameux cadre, tu sais, achat immédiat ou mettre au panier, que tu as bien en évidence, mais sur certains produits, pas sur tous les produits en fait. Et donc, pour avoir ce cadre, donc pour avoir l'honneur d'avoir ce cadre sur ton produit, et donc vraiment exister sur Amazon, il faut faire partie des vendeurs les plus coopératifs, ceux qui deviennent éligibles à Prime. Et ceux-là, ils sont forcés d'utiliser la logistique Amazon. Donc les fulfillment by Amazon, c'est obligatoire. Et donc ils sont aussi obligés de payer les frais dictés par Amazon, ils sont complètement captifs en vrai. Et ça marche très bien. Amazon gère directement 2/3 des produits achetés sur son marketplace. À tel point que les commissions des vendeurs représentent 21% du chiffre d'affaires d'Amazon, soit plus de 80 milliards de dollars. Et comment les vendeurs s'en sortent? En donnant quand même 30 à 45% de leur vente à Amazon. Comment ils en sortent? C'est simple, ils augmentent les prix, tout simplement. Et donc, c'est vous, in fine, qui payez la livraison gratuite. Et si vous êtes Prime, vous payez 2 fois. Parce que vous payez pour être Prime, et en plus de vous surpayer les produits pour que les vendeurs filent le fric à Amazon. Est-ce que c'est pas du génie mental, ça? Et tout ça tient parce qu'Amazon interdit aux vendeurs de vendre moins cher ailleurs, sous peine de se voir privé de cette fameuse buy box. Bon, en substance donc, Jack Racine soutient tout simplement que Prime est une arnaque, ni plus ni moins. Une arnaque avec 200 millions de membres, c'est quand même peut-être même la plus grosse arnaque de toutes. Est-ce que les gens ne sont pas prêts, au final, à accepter le fait de payer plus cher pour l'expérience qui est offerte? Il faut reconnaître que c'est quand même très séduisant. Payer plus cher pour avoir un truc gratuit, c'est très intéressant comme concept. Ah oui, alors pour avoir un truc gratuit, oui, forcément, ça c'est vraiment très déroutant. Mais juste l'avoir chez toi, avoir ce côté gratuit est une chose, mais finalement que tu aies le sentiment que ce soit gratuit, c'est évidemment décisif. Mais le fait que tu puisses être livré avec l'expérience au pied de ta porte le lendemain ou dans la journée, sans te poser la question des frais de livraison, c'est assez. Je comprends que ce soit séduisant. Si c'est séduisant, mais il faut pas croire. Au plus les livraisons sont rapides et pratiques, au plus elles coûtent cher. Au plus les livraisons coûtent cher, au plus Amazon pompera sur les vendeurs. Et c'est une mécanique qui est compliquée à contrer effectivement une fois qu'elle est lancée. Et effectivement, Prime Video, on peut comprendre que ce soit une arme de plus pour conserver cette espèce de prison dorée. On la mentionne souvent pour Apple, mais en l'occurrence, ils veulent la construire aussi pour Amazon. Je crois qu'aujourd'hui, la prison dorée de la livraison gratuite, bon, je mets des guillemets autour de gratuite, avec Prime, j'ai l'impression que ça se suffit à lui-même. Si Amazon cherche à conserver ses clients en donnant un argument en plus type Prime Video a beaucoup de ressources et a beaucoup de titres disponibles qui vont vous intéresser, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils font ça finalement, parce que encore une fois aujourd'hui Amazon Prime Video, pour moi, ça reste le truc que t'as en plus de Prime, quoi. C'est les vidéos, bon, quand t'as vraiment pas le temps, vraiment la série, l'excellent Tales from the Loop est sur Amazon Prime, mais est-ce que ça me ferait prendre un abonnement à Amazon Prime pour avoir Prime Video, pour voir Tales from the Loop ou d'autres titres qui sont dessus? Je suis vraiment pas certain. Et est-ce que cette acquisition de 8 milliards de MGM va nourrir ce sentiment-là? Je suis pas certain non plus. Est-ce que ça laisse augurer le fait qu'il y aura encore beaucoup d'autres achats? Prime Video, si tu veux, c'est un service qui est en devenir encore. C'est vraiment un truc qui mais c'est que ça fait un moment. Et cela dit, je me suis rendu compte que c'était le 2e service en France, par exemple, devant Disney+. Je pensais pas. Oui, non, mais moi, je pense que c'est un concurrent sérieux. Même si Netflix est quand même encore ultra majoritaire, c'est quand même un concurrent sérieux parce qu'il y a plein de gens qui l'ont sans même l'avoir demandé et qui finissent par l'utiliser, tout simplement.
Et le mouvement qu'on voit ces derniers jours d'ailleurs, qui vous met bien en avant, le fait qu'il y a des matchs que vous pouvez voir de Roland Garros sur Prime Video, n'est pas anecdotique compte tenu de cette discussion. Bon, on va mettre un petit peu le cœur d'Amazon de côté, mais on va mettre les autres activités de Jeff Bezos à l'honneur avec un autre contrat. Alors c'est un peu le lot de consolation que la NASA a construit après coup pour Jeff Bezos, pour Blue Origin, non ? Oui, enfin c'est un petit peu cette idée. Alors c'est vrai qu'on continue sur les histoires qui continuent, puisque c'est donc ce fameux contrat lunaire de la NASA avec SpaceX. Donc on rappelle un contrat pour un atterrisseur dans le cadre du projet Artemis qui a loué 2,9 milliards à SpaceX et rien du tout que dalle aux concurrents. Et les concurrents ont beaucoup râlé, donc Blue Origin c'est Dynetics en tête, si bien que la NASA avait dû suspendre le raccord au moins le temps de l'enquête. Donc d'après Blue Origin, la NASA aurait dû attribuer 2 contrats et pas un seul, ne serait-ce que pour avoir un plan B si tout capote avec le net de prestataires. Mais on peut aussi reconnaître que SpaceX est largement plus avancé que Blue Origin. Parce que SpaceX, ils viennent de passer la barre des 100 lancers réussis d'affilée avec ces Falcon 9. En 2021, ils ont effectué un lancer tous les 9 jours. Donc en plus ils ont validé leur capsule Dragon, Starship avance bien, même si c'est un rythme un petit peu explosif. Donc on peut comprendre la décision de la NASA de tout miser sur un seul acteur avec un plus gros budget, donc pour lui il y a une chance d'aller plus vite. Surtout qu'il faut voir que le Sénat finalement n'a donné que 3 milliards de dollars. Alors qu'ils avaient promis plus. 3 milliards, c'est pas si énorme, surtout divisé en 2. Donc bon, voilà, privilégier l'acteur le plus évolué, enfin le plus avancé, c'était pas complètement absurde. Mais Bezos, lui, il lâche rien, évidemment. Et surtout, il sait comment bien investir son argent, parce que durant le premier trimestre 2021, il a quand même dépensé 625 000 $ en lobbying pour Blue Origin au Sénat américain. Alors je sais pas du tout si c'est un rapport, mais le Sénat prépare une rallonge de 10 milliards de dollars pour Artemis. Et ça vient de Maria Cantwell, de l'État du Washington. Et je sais pas si c'est un rapport, mais c'est dans l'État de Washington qu'est basé Blue Origin. Et ce truc stipulerait que la NASA devrait choisir un deuxième prestataire. Une mesure de prudence, selon Cantwell. Voilà. Mais une redondance qui profitera très certainement à Jeff Bezos au final. Enfin, ça, c'est si Maria gagne face à Bernie, parce que c'est pas du tout du goût de ce fameux Bernie Sanders que Jeff Bezos, qui est l'homme le plus riche du monde, reçoive 10 milliards d'argent public. Parce que c'est pas Noël. On l'imagine avec ses moufles comme ça. Exactement. Avec son air extrêmement renfrogné. Il y a de quoi, c'est quand même. Bien sûr. Bon, voilà. Quoi qu'il en soit, tout ça va certainement ralentir encore le projet, donc il va y avoir peut-être un deuxième appel d'offres, toute de la paperasse, des éventuelles nouvelles plaintes. Donc il va y avoir des migraines à la NASA, mais pas pour les bonnes raisons. Eh ben écoute, l'avenir de l'espace se passera aussi par ces affaires de gros sous et ces contrats qu'on continuera à vous relayer. Au passage, je suis tombé sur un site, c'est assez annexe, Guillaume, je suis tombé sur un site, je ne sais pas si tu le connais, c'est Low Earth Orbit Visualization, donc excusez mon accent catastrophique, mais c'est un outil qui vous décrit un petit peu comme Flight Radar, tu sais, qui t'explique où sont les avions en ce moment. Ça te montre où sont les satellites. Il y en a plein. Je trouve ça complètement magique, et effectivement, alors ça ressemble à un coronavirus au final. Il y en a vraiment beaucoup. Alors je pense que les proportions sont pas évidemment respectées, donc il y a un côté un peu exagéré, mais sur les positions, en tout cas, c'est extrêmement impressionnant, et de les voir se mouvoir comme ça dans un balai était aussi effrayant que captivant. Je vous invite à aller regarder ce site si jamais vous ne le connaissez pas. Tu connaissais toi, Guillaume ? Alors oui, je crois que je vois ce que tu veux dire. Effectivement, c'est je mettrai le lien dans les notes. C'est assez impressionnant. Je sais pas, putain, ça va leur faire du boulot, parce qu'avec les constellations de SpaceX à 10 000 satellites. Mais tu les vois justement, les petites ribambelles de satellites comme ça, SpaceX qui se suivent. Pas SpaceX, mais Starlink, pardon. Mince. Starlink, merci beaucoup. Bon, allez jeter un coup d'œil, vous verrez, c'est assez intéressant. On va passer à une rubrique que tu as savamment, Guillaume, intitulée « Oups, la boulette », à commencer par l'Iran qui a choisi une nouvelle mesure pour interdire le fait de miner des crypto-monnaies. Mais pourquoi donc, Guillaume, est-ce que l'Iran interdit de miner des crypto-monnaies ? Ah oui, on se demande. Parce que miner du Bitcoin, c'est chaud, littéralement. C'est synonyme de centaines de grosses boîtes qui calculent à fond la caisse, et c'est super en hiver finalement, mais c'est pas super top en été. Cela dit, c'est pas ce qui aurait arrêté les mineurs iraniens, je pense, si Hassan Rouhani avait pas décidé d'interdire le minage cet été jusqu'à fin septembre. Parce qu'il faut dire que le pays subit déjà une sécheresse terrible, qui met à mal ses usines hydroélectriques, et en été, les climatiseurs tournent, et les étés sont finalement assez propices au blackout en Iran. Pas qu'en Iran d'ailleurs, mais bon, en Iran en particulier. Et donc pour cet été, le président veut réduire les gros consommateurs. Et les mineurs de Bitcoin en Iran, c'est entre 2 et 300 gigawatts. Donc c'est quand même pas rien. Mais en fait, ça c'est les mineurs déclarés, les mineurs légaux. Parce que les mineurs non déclarés, les mineurs sauvages, c'est 10 fois plus.
c'est 85% du minage iranien en fait. Et il n'est pas clair que des mineurs déjà clandestins écoutent Rouhani et cessent de miner par patriotisme pur. Cela dit, la chasse aux mineurs illégaux va s'intensifier, il y a des espions qui vont être même chargés de repérer les réseaux. Alors le Bitcoin est-il la nouvelle cocaïne, le nouveau cannabis ? Mais carrément, je me crois pas si bien dire, parce que voyez plutôt en Angleterre, dans un local industriel vide, des flics ont repéré une grosse consommation d'électricité. Et là, ils se sont dit... Bah, c'est évident, c'est des lampes qui permettent de faire croître du cannabis. C'est ça, c'est de la weed, une ferme avec des lumières partout, un petit chauffage et tout. Donc ils sont allés, et là, quelle surprise! Au lieu d'un magnifique jardin de cannabis qui pousse doucement, comme ça, sereinement, ils ont trouvé une espèce de gros spaghetti de câbles branchés, une armée d'ant-miners, une centaine d'unités et 0 g de drogue. Donc je suis halluciné que des mecs détentes fassent un cluster de 100 mineurs, littéralement branchés sur une prise d'un entrepôt, quoi, qui est vaguement désaffecté. Enfin bon, ça me tue. Mais bon. Maintenant, ils vont le faire avec plus de précautions parce qu'ils savent qu'ils peuvent être repérés comme ça, mais tant que ça passait. Tant que ça passe, allons-y. Mais bon, voilà, vous savez tous, comme j'espère, que le Bitcoin et toutes les monnaies Proof of Work meurent le plus tôt possible, et justement, Ethereum 2 est en chemin, donc Ethereum 2.0 sera Proof of Stake, et la transition se fera dans les prochains mois, en tout cas c'est ce qu'ils disent, et c'est ce que dit le blog R&D officiel d'Ethereum. Et ils ont fait quelques tests et calculs sur combien Ethereum 2 consommerait par rapport à Ethereum 1, donc, et par rapport au Bitcoin. Ben, c'est pas compliqué, c'est au minimum 2000 fois moins. En fait, un nœud Ethereum 2 peut fonctionner sur 10 ou 15 watts. Et dans le calcul, c'est parce que tout le monde aura, comme tout le monde n'aura pas forcément des setups ultra optimisés comme ça, il compte large, il compte 100 watts. Pour un nœud Ethereum 2. Un nœud complet, hein, avec toute la blockchain et tout. Donc, même avec cette estimation large, on arrive à 2000 fois moins d'énergie par transaction avec la Proof of Stake par rapport à la Proof of Work. Et ça, c'est Ethereum 1 versus Ethereum 2. Parce que si on le compare à Bitcoin, c'est bien pire, hein, puisque Ethereum consomme environ 14 fois moins d'énergie par transaction que Bitcoin. Et Ethereum 2 utilise 2000 fois moins d'énergie par transaction que l'Ethereum 1. Donc au total, Ethereum 2 consomme 28 000 fois moins d'énergie par transaction que Bitcoin. Voilà, bon, je pense pas qu'il soit nécessaire d'en dire plus, hein. Quand Bitcoin mourra, je reprendrai 2 fois les moulins. Ce sera plus difficile de repérer les fermes pour miner l'Ethereum comme c'est le cas aujourd'hui pour les bitcoins. Bon, on va parler évidemment des NFT, Guillaume. Alors c'est probablement les news les plus savoureuses, celles qui m'ont fait le plus rire que tu vas nous relayer, à commencer par la vente de ce mème qui est une vidéo de 2 innocents enfants, enfin un pas si innocent que ça, Guillaume. Non, c'est un monstre, c'est un démon, mais comme tous les enfants. Comme tous les enfants bas âge, surtout les deuxièmes, qui sont des suppôts du démon, enfin des enfants maléfiques. Non mais soyons clairs. Je sais pas quel est si tu as des frères, l'ordre de la fratrie, etc. Mais on est d'accord que c'est les deuxièmes qui sont insupportables. C'est des démoniaques les deuxièmes. T'es d'accord ou pas? Ouais. Bah écoute, ouais, je confirme. Mais oui, mais bien sûr. Bon, enfin, en tout cas, puisqu'on est dans les cryptos, un petit passage NFT pour montrer qu'il y a toujours beaucoup de confusion, j'ai l'impression, sur qui achète quoi à qui. Le dernier exemple frappant, c'est vrai que c'est celui dont tu parles, en fait, il s'appelle Charlie Beat Me, donc Charlie m'a mordu. C'est une vidéo YouTube particulièrement banale, hein, où on voit un enfant très jeune mordre le doigt d'un enfant moins jeune, et qui a raflé 880 millions de vues en 14 ans sur YouTube. No, Charlie. Et donc Charlie Beat Me est donc devenu un mème, effectivement, et comme tout mème qui se respecte en 2021, il a son NFT. Donc un NFT qui est parti aux enchères pour 761 000 $. Donc qui a acheté, hein, qui a acheté ça? Qui est ce gars qui est beaucoup trop riche pour son propre bien? Ben ça dépend de ce que... En fait, qu'est-ce qu'il a acheté, ce gars, d'ailleurs? Voilà. Qu'est-ce qu'il a acheté? Ben ça dépend de ce que le NFT contient, en fait. Hein, bon, parce que en réalité, un NFT, c'est un smart contract, hein, c'est un petit bout de code donc, qui s'inscrit sur la blockchain Ethereum. Ils ont un nom, d'ailleurs. Enfin, le type de smart contract a un nom. Les NFT, on le suit le standard ERC 721. Alors que les Ethers standards, par exemple, donc ce qui sont les tokens fongibles, comme on dit, c'est-à-dire les pièces, quoi, eux suivent un autre standard qui s'appelle le ERC20. Mais donc, les deux sont des smart contracts. Et donc, en théorie, un NFT, c'est un smart contract qui pourrait contenir n'importe quoi, hein, sans doute qu'on peut spécifier dedans quel droit on a sur ce à quoi il fait référence. Mais dans la majorité des cas, en fait, le NFT dont on parle ne donne droit à rien, parce qu'on imagine bien qu'il serait totalement illusoire de donner à l'acheteur du Nyan Cat un vrai droit de regard sur le bout de royalties, hein, sur l'utilisation du même, qui est répandu et qui est retweeté je sais pas combien de fois par jour. Bon. Donc très souvent, le NFT se résume à l'équivalent dématérialisé d'une carte Magic avec laquelle on ne peut pas jouer.
à rien du tout. Bon. De là à dire que c'est un petit peu cher pour ce que c'est, bon, après, voilà, c'est payé en crypto, donc la boucle est bouclée quelque part, mais le fond de mon histoire avec Charlie m'a mordu, c'est que l'acheteur de son NFT a annoncé que la vidéo allait disparaître, pour toujours, en tout cas de YouTube. Sauf que le vrai propriétaire de la vidéo et des enfants, et qu'il y a dedans, lui, il est pas d'accord. Et finalement, devinez quoi, la vidéo reste en ligne. De toute façon... Il a changé d'avis, pour être clair. Oui. Hein. Au début, c'était ce qui était prévu, et au final, il a dit « moi, mais en fait, non. » Oui, mais en fait, non, peut-être parce que j'ai pas le droit, en fait, de demander ça. Et l'acheteur est d'accord. Ouais. Tout ça est très bien en phase. Bien entendu. De toute façon, je suis sûr qu'il existe une multitude de copies de Charlie Beat Me un petit peu partout. Et donc, en pratique, posséder un NFT sur quelque chose n'apporte pas un grand pouvoir sur cette chose, et ça a pas l'air d'être complètement clair pour tout le monde. Donc c'est toujours marrant de voir ce genre de confusion. En même temps, il n'y a pas besoin de NFT pour acheter du vent, parce que je sais pas si c'est en référence donc à cette mode des NFT. Mais l'artiste italien Salvatore Garau, je sais pas exactement, il a vendu la première sculpture invisible. C'est vrai, comme en atteste la photo, cette magnifique sculpture, qui est faite d'air libre, se marie avec tous les intérieurs. Donc si Salvatore l'a vendue, c'est que sa sculpture, qu'il appelle I Am, a été achetée. Alors pour combien ? Pour 15 000 €. L'acheteur, donc, a, pour la peine, un certificat d'authenticité de l'œuvre et quelques conseils pour bien l'exposer. Par exemple, il faut réserver un espace vide d'au moins 1,50 m sur 1,50 m. Probablement une petite lumière douce. Je pense que la clim est en option. Après, les certificats immatériels pour des œuvres qui appartiennent à tout le monde, et ça, c'est un certificat matériel pour une œuvre immatérielle qui est impossible à reproduire, de toute façon. Je sais pas si elle est impossible à reproduire ou si elle est immédiatement reproductible par n'importe qui, je ne sais pas, je ne veux pas le savoir. Finalement, Salvatore, qui considère que I Am est une parfaite métaphore de notre temps, a peut-être raison. Et en plus, elle a une empreinte carbone nulle. Alors, moi, je reste quand même toujours un peu dubitatif parce que comme c'est pas un sujet que je maîtrise parfaitement bien, le monde de l'art, peut-être que je tire des conclusions hâtives, Guillaume, mais j'ai tendance à me dire qu'on peut espérer que derrière la démarche artistique qui est d'imaginer ou de définir un espace vide comme étant une œuvre d'art fait que finalement en soi, oui, ça en est une, même si elle est physiquement constituée de vide ou plutôt d'air qui nous entoure, mais que simplement par son évocation, elle représente quelque chose. Et après tout, si l'art tu n'as rien compris. Je suis désolé, Guillaume, mais tu n'as absolument rien compris. Salvador lui-même exprime ça de manière très claire. Ce qu'il vend, c'est du vide. Mais le vide, justement, par la mécanique quantique, est pas vide. Il est plein de potentialités. Il est plein d'énergie. C'est un vide d'énergie et de choses qui ne font que jaillir et disparaître immédiatement. Donc en fait, ce que nous offre Salvatore, c'est une source inépuisable de potentialité. Un univers de possibilités. On dirait finalement un sketch des inconnus, tu sais, au bon vieux temps où il y avait des parodies de trucs, mais la réalité dépasse la fiction, c'est ça qui est génial, j'adore. Ça c'est clair. On va faire un point plutôt sur des choses concrètes cette fois-ci, qui sont notamment les petites révélations qu'on a pu relever dans le cadre du procès justement Apple versus Epic Games, d'autant qu'on est en attente pour l'arbitrage sur ce jugement. Guillaume. Oui, on attend le verdict, oui c'est ça, du procès. Bon, on a appris pas mal de trucs pendant cette audience quand même, des trucs pas très étonnants, on se souvient, comme le fait que Microsoft ne gagne rien en vendant ses Xbox, mais qui se rattrape sur les jeux, ou que Epic perd un max de thunes avec l'Epic Game Store avec ce jeu gratuit. Et on sait même combien. On apprend aussi que Sony d'ailleurs a eu droit à un contrat spécifique avec Epic pour autoriser le cross-platform sur Fortnite. Et sur Apple, on a quand même pas mal de trucs croustillants, comme par exemple des docs qui montrent qu'Apple n'ouvrira jamais iMessage à la concurrence parce que ça fait tout simplement une raison en moins d'acheter un iPhone. Et oui, désolé Guillaume. Ou bien qu'Apple ne veut absolument pas reconnaître que l'App Store lui rapporte un max de thunes, probablement d'ailleurs dans les 45 milliards de dollars avec une marge de 78%. Ou encore qu'Apple traite tout le monde pareil, sauf les très grosses, comme Amazon ou Netflix. Netflix, pour lequel d'ailleurs Apple a fait la danse des 7 voiles pour qu'il ne vire pas ses achats in-app, chose qu'il a quand même faite en 2018. Donc on apprend aussi qu'Apple considère iOS comme sécure, malgré les scams qu'on a déjà décrits. D'ailleurs, la semaine dernière, Costa et Lefterio, dont on a déjà parlé, remontaient encore une appli qui ne se lance que si tu lui mets 3 étoiles ou plus. Sinon, elle se lance pas. Bon, c'est bien. Il faut évaluer l'appli avant de l'avoir testé, c'est génial. Donc, plus que ça... Et bien, si possible. Et bien, comme bien Tech Café, tu vois, il faut mettre des bonnes étoiles. Évidemment. Donc voilà, plus que ça, finalement, la fermeture d'iOS n'est pas un problème. C'est l'ouverture de macOS qui est néant. C'est Craig Federighi lui-même qui l'a dit. Il reconnaît que le Mac est comme une voiture,
Ça requiert un adulte responsable pour être utilisé convenablement, alors qu'iOS est utilisable par tous, enfants compris. Voilà, donc comme un ordi baby, avec, bon, il y a les achats in-app, mais ça, c'est pas très grave. Bon, perso, j'entends dire que le Mac a un problème par rapport à iOS, peut laisser entendre que dans le futur, allez savoir ce qui peut se passer sur le Mac et le Mac App Store. Bon, d'ailleurs, toujours dans cette optique de réduire toujours plus votre marge de manœuvre pour votre plus grand bien, il est quasi acté que macOS ne pourra plus démarrer sur un disque externe dans un futur proche. Donc ça, c'est Mike Bombish, le dev derrière Carbon Copy Cloner, qui est pas très optimiste. Donc déjà, Big Sur, c'est sur un volume chiffré et signé, hein. Donc le système de fichiers aussi est chiffré avec une clé par fichier, donc c'est un bazar qui peut être finalement copié que par Apple Software Store. Ça rend pas la vie facile à Mike, hein, tout ça. Et donc quand il a appelé les ingénieurs d'Apple pour parler des aléas d'Apple Software Store, ben le gars de chez Apple a carrément lâché que copier les fichiers macOS ce serait pas quelque chose qui serait supporté dans le futur. Bon, donc ça soit une très grosse surprise, hein, mais Mike, elle a pris comme une confirmation de ses craintes. Un Mac M1 déjà ne peut pas booter du tout si son stockage interne est corrompu. Donc voilà, alors pour votre sécurité, bientôt, impossible de télécharger une appli hors store, impossibilité de booter sur une clé, impossibilité d'installer quoi que ce soit d'autre sans que papa Apple décide. Voilà, préparez-vous, hein, le Mac pourrait devenir un ordi baby, mais c'est pour votre bien. Bon, c'est déjà un chemin qui a été largement emprunté, déjà une direction qu'on a déjà constatée, ne serait-ce maintenant que l'installation des applications qui ne passent pas par le Mac App Store est, alors elle est pas forcément compliquée, hein, mais elle est clairement pas affichée comme étant aussi simple qu'elle ne pouvait l'être par le passé. C'est une direction qu'Apple va continuer à suivre, bien évidemment. Juste en mentionnant, en passant très très rapidement, puisqu'on en est à aussi relever des arbitrages, il y a Google en ce moment qui se fait pointer du doigt dans le cadre d'un procès. Parce que Google Maps collectait évidemment des données et le problème c'est que il y a des documents qui ont été pointés devant un tribunal qui nécessitent encore un arbitrage, mais qui indiquent que les collaborateurs qui étaient amenés à travailler sur le développement de Google Maps faisaient en sorte que les boutons pour avoir en gros une navigation privée sur Google Maps soient les plus compliqués possibles et de leur propre aveu d'ailleurs ils disaient oulala on espère que ça sortira jamais ce type de conversation parce que ça la foutrait mal. Bon écoutez, on verra ce qui arrive du côté de Google, qui d'ailleurs au passage, pendant qu'on parle de Google pour être complet, met de côté un arbitrage juridique en Europe et va accepter plutôt de payer et de mener un certain nombre d'adaptations pour éviter des procès. On suivra ça un petit peu plus en détail par la suite. Parle-nous plutôt de ce pauvre soldat qui voulait réviser, Guillaume, ses procédures pour les utilisations des procédures nucléaire aux États-Unis et il avait une bonne méthode pour réviser mais qui s'avérait peut-être un petit peu faillible. Les données perso, tu sais que c'est un truc précieux mais ça nous échappe facilement en ligne. Hein. Et il y a 2 illustrations fort malheureuses pour les intéressés surtout. Et donc oui, c'est vrai, être militaire en charge d'un site nucléaire sensible, c'est pas si facile, parce qu'apparemment, dans ce domaine, il y a encore plus de sigles, d'acronymes et de jargon que dans l'éducation nationale, comme quoi c'est possible. Heureusement, pour mémoriser tout ça, il y a des outils modernes, les quiz, et surtout les quiz en ligne customisables. Parce qu'évidemment, on se doute bien que sur Quizlet, il n'y a pas des quiz ogives atomiques thermonucléaires, tout fait, tu vois, donc elle est mise. C'est dommage. Eh oui, donc les militaires, ils s'en sont créés eux-mêmes. Je pense que ça les a aidés. Le problème, c'est que ça n'a pas aidé qu'eux, parce que chez Bellingcat, ils ont cherché des termes de jargon de sécurité qui sont un petit peu connus, et ils ont trouvé des quiz faits par des militaires, et du coup, eux aussi, ils ont appris plein de choses. Le plus beau dans cette histoire, c'est que rien qu'utiliser les sites de quiz était déjà un souci, puisqu'un pirate aurait très bien pu récupérer les données, sans même les chercher explicitement. Mais en fait, c'est même pas ça. Là, les quiz étaient publics, et les gens s'en sont pas rendus compte. Enfin, les militaires s'en sont pas tous rendus compte. Comme la révision de ton oral de japonais qui peut servir à quelqu'un d'autre, tu la mets en public. Et puis, sauf que là, il faut surtout pas que ça serve à quelqu'un d'autre. Donc c'est assez cocasse. C'est la deuxième illustration fâcheuse et cocasse à la fois de cette histoire de données personnelles, c'est celle de Carl Stewart, qui est un criminel impliqué dans un gros trafic de drogue, qui a été trahi par un Stilton. Donc un Stilton bleu, un petit peu fait, de chez Marks & Spencer pour être précis. Le Stilton, c'est un fromage qui ressemble un peu au Roquefort quand il est bleu comme ça. Et donc en gros, ce qu'il fallait faire, c'est prouver que ce monsieur était bien sur une scène de crime. Et donc pour ça, rien de plus simple, puisque Carl, il aime le fromage, et il le dit. Il le dit sur EncroChat, EncroChat dont on a déjà parlé, qui existe toujours. Donc c'est un chat de groupe avec d'autres amis criminels, comme ça, il parle des fois de bonne bouffe, et là il a envoyé une sous-photo de sa main tenant le dit Stilton. Le Stilton de la teinte jaunâtre augure sans doute d'une très bonne soirée. Bon,
le smartphone de Karl, il doit avoir une caméra beaucoup trop bonne pour son propre bien, puisqu'on a pu extraire les empreintes digitales du mec et les comparer à celles de la scène de crime, et elles coïncidaient patatras, si j'ose dire. Donc cette possibilité est connue depuis 2014, en fait, elle a déjà été utilisée plusieurs fois, parce que bon, évidemment, les caméras qui sont dans les smartphones font une surenchère de qualité, et ça devrait pas être prêt de s'arrêter. Donc voilà, donc peut-être que les fabricants vont mettre en place un détecteur de doigts avec un floutage automatique. Je pense qu'il y aura une clientèle pour ça. Et on a des outils qui scannent de manière très abusive les réseaux sociaux et tout ce qui est dispo sur le web pour les visages, pour la reconnaissance faciale. Est-ce que tu penses que demain, il y aura la même chose sur les empreintes digitales? Peut-être qu'on va retrouver comme ça Xavier Dupont de Ligonnès, va savoir, qui aura tweeté à l'autre bout de la Terre le fait qu'il aimait le bleu. Peut-être s'il est assez con pour tweeter sur un réseau social, quelque chose, pas impossible. Ah, il est bien trop malin pour ça, je pense. On va passer tout de suite à notre chronique jeux vidéo. Guillaume, dis-nous tout, qu'est-ce qui se passe de remarquable dans le monde du jeu vidéo aujourd'hui? Eh ben écoute, on a cassé des gueules, il y a eu des gueules cassées là cette semaine, parce que il y a quand même eu la vidéo en démo d'Horizon Forbidden West, donc sur le prochain, donc Horizon 2, je sais pas si t'as vu ça, c'est vraiment très très impressionnant. Horizon, c'était déjà un truc super, c'était déjà un des plus beaux jeux de la PlayStation 4. Là, sur PlayStation 5, il y a une densité visuelle qui est absolument incroyable, il y a des éclairages qui sont très largement meilleurs, et puis surtout, l'eau, ça n'a plus rien à voir, quoi. L'eau est magnifique, tu peux plonger, c'est absolument incroyable. C'est tellement beau que tu te demandes comment ce truc va pouvoir être traduit sur PlayStation 4, parce que je rappelle qu'ils ont prévu de sortir ce machin sur PlayStation 4. Bon, je comprends pas, je vois pas comment c'est possible. Une déception cyberpunkienne est-elle possible? Ah ben, en tout cas, je pense qu'il va se prendre une claque dans la gueule qui risque d'être aussi violente que celle de Cyberpunk sur PS4, parce que là, c'est violent quand même. Et bon. Il est possible en tout cas qu'il faille peut-être acheter des câbles pour que vous déplaciez votre PS4 dans une autre pièce pendant que vous jouiez pour ne pas subir les ventilateurs. Ouais, ou que vous les mettiez dans votre frigo. Un truc comme ça, je sais pas. Enfin, en tous les cas, ouais, ça paraît vraiment compromis, quoi. C'est vraiment absolument incroyable. Et il y avait pas que ça de vraiment incroyable, de vraiment magnifique, puisqu'il y a, donc, vient de sortir en preview, mais téléchargeable par tout le monde, Unreal Engine 5. Et ça, bon, voilà, on avait parlé donc de la toute première démo qui avait été montrée sur PlayStation 5 il y a une bonne année de ça, je pense, de l'Unreal Engine 5. Ouais. On avait parlé de nouvelles technologies qu'il intégrait, et c'était absolument époustouflant, déjà à l'époque. Et donc là, il repasse en preview. Donc à l'occasion de la preview, il y a une démo donc qui va sortir. Donc vous pouvez regarder la démo évidemment sur YouTube, mais vous pouvez la télécharger aussi. Elle fait une centaine de gigas, je pense, avec le moteur. Et vous pouvez vous amuser avec Unreal Engine 5. Il y a des nouveautés. Que tu as fait, évidemment. Alors non, parce que déjà 100 gigas, et puis je connais pas bien moi, alors j'ai jamais utilisé. D'accord. Faudra peut-être que je m'y mette, mais en tout cas j'ai jamais utilisé. Donc au menu d'Unreal Engine 5, et qui prouve que, les jeux dans 2-3 ans, ça va être des tueries extraordinaires. Il y a une balade en forêt rétracée, c'est une forêt de bouleaux qui est photoréaliste, c'est absolument extraordinaire de voir à quel point c'est magnifique, toutes les ombres sont d'une précision incroyable. Et il y a aussi donc cette démo, donc il y a la démo qui montre les nouvelles fonctionnalités de Unreal Engine 5, et puis la suite de la démo lui-même, avec donc toujours cette fille qui se balade donc dans un environnement magnifique, et qui en plus se bat contre une espèce de gros géant là à la fin, de gros titans, qui est assez remarquable d'ailleurs pour plusieurs raisons. Alors on rappelle que donc sur Unreal Engine 5 il y a donc ils avaient montré déjà deux grandes technologies qui étaient absolument extraordinaires, c'était les Nanite et Lumen. Alors Nanite, c'est donc un système qui virtualise la géométrie. Donc en fait la géométrie des objets, elle est ajustée en temps réel en fonction de la distance à laquelle vous trouvez, et donc le truc crée ou enlève des micro-polygones autant qu'il en faut pour que ça soit à peu près au niveau du pixel. Ce qui fait que vous avez un niveau de détail qui est absolument extraordinaire, et vous avez surtout un level of detail qui est automatique et qui s'ajuste automatiquement en fonction de la distance. Ça permet ça permet des scènes d'une complexité absolument incroyable. Et après il y a Lumen qui est donc un système d'illumination globale, donc qui supporte donc les éclairages indirects d'une manière qui est tout à fait crédible, en utilisant une combinaison de techniques, screen space et c'est-à-dire une combinaison de techniques selon le niveau de finesse et de complexité de la scène. Donc en fait, la scène elle est quelque part, les objets dans la scène sont remodélisés de manière plus simpliste, et ensuite il y a l'éclairage est simulé dans cette scène plus simpliste, et après les détails sont faits en screen space, ce qui permet d'économiser pas mal de calculs, et ça permet donc d'avoir des éclairages indirects qui donnent qui donnent en fait
tout le travail que font les artistes pour faire une scène avec des éclairages subtils, il est fait complètement en temps réel sur Unreal Engine 5, ce qui est un énorme gain de temps pour les artistes, et ce qui fait des jeux absolument somptueux, avec des lumières dynamiques. Et donc là, ils ont montré aussi donc, le système de streaming intégré, puisque pour les open world, évidemment, il faut streamer donc, les morceaux, et en fait, ça se fait de manière complètement automatique sur Unreal 5. Hein. Les mondes sont segmentés de manière automatique, et ils sont streamés, là aussi, de manière complètement automatique. La partition se fait toute seule. Le système, en plus, est collaboratif, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un fichier par acteur, et donc vous pouvez être plusieurs artistes qui travaillent ensemble dans l'environnement 3D sur la même scène, comme ça, donc c'est assez extraordinaire. Vous avez aussi donc pour les animations, du côté des animations, vous avez aussi donc un solver full body, donc qui fait de la cinématique inverse sur tout le corps. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, le corps s'ajuste donc à la géométrie de l'ensemble qui l'entoure, et vous n'avez pas besoin de tout animer. En fait, les animations se font d'elles-mêmes, en tout cas les animations les plus subtiles. Donc l'exemple, par exemple, c'est le gros géant à la fin. Quand il met sa main comme ça en avant pour tirer sur l'héroïne, en fait, sans cinématique inverse, le mouvement est moins fluide, parce que la main, par exemple, ne bouge pas d'elle-même, alors qu'avec cinématique inverse, elle bouge d'elle-même, parce que le truc est dans le bras. Tu vois, tout est connecté, donc tout se calcule automatiquement, donc c'est très appréciable aussi, là encore, parce que évidemment, ça fait moins de boulot pour des animations plus fluides. Donc il y a aussi Metasound, qui est un truc de son qui est complètement intégré. Il y a aussi... alors, ça, c'est aussi la grande mode, donc un petit truc là-dessus quand même. La grande mode aujourd'hui, c'est les upscalers, parce que les upscalers, c'est le nerf de la guerre. En gros, tout le monde a des télé 4K, mais envoyer de la 4K, c'est quand même extrêmement coûteux pour les cartes graphiques. Et donc, si on peut calculer moins et ensuite faire donc ce qu'on appelle un upscaling, c'est-à-dire donc interpoler l'image en 4K et la rendre en 1080p, disons, c'est évidemment tout bénef. Donc ça se fait depuis très longtemps. Depuis quelque temps, il y a ce qu'on appelle les temporal anti-aliasing, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre en compte uniquement une image donc fixe et donc les détails dans cette image et de faire l'interpolation sur une image plus grande, on prend une suite d'images. Donc c'est pour ça que c'est temporal, c'est parce qu'on prend en compte plusieurs images en fait dans le calcul pour avoir un résultat qui est bien meilleur. Et en fait, les temporal anti-aliasing ne cessent de s'améliorer. Et finalement, Nvidia a mis les pieds dans le plat quelque part en mettant en place le DLSS, qui est donc du temporal anti-aliasing, mais avec dopé donc au deep learning, c'est-à-dire qu'en fait, ils utilisent des upscalers deep learning qui sont meilleurs que les upscalers qu'on faisait avant à la main quelque part. Et donc, il y a un véritable enjeu pour tout ça, parce que évidemment, ceux qui ont les meilleurs upscalers, au final, ce sont ceux qui auront les jeux les plus beaux et les plus fluides à la fois. Parce que tout simplement, c'est sûr que si vous avez calculé qu'un quart des trucs, alors que vous avez une perte de qualité qui est quasiment imperceptible, c'est tout bénef. Donc le temporal anti-aliasing, ça concerne absolument tout le monde, puisque donc Unreal Engine 5 intègre un temporal anti-aliasing qui est donc fait sur carte graphique et qui est optimisé pour AMD et Nvidia en fait. Et il intégrait déjà le DLSS, de toute façon, Unreal Engine 4. Donc là, vous avez vraiment une solution qui est assez universelle comme Unreal Engine. Donc avec un temporal anti-aliasing qui est de très bonne qualité. Et vous avez aussi donc le DLSS qui va arriver dans Unreal Engine 5 dans les semaines qui viennent. Et parallèlement, vous avez donc AMD qui lui veut proposer sa solution aussi propriétaire, qui est donc le Fidelity FX Super Resolution, dont j'ai déjà parlé, qui va sortir donc le 22 juin, et dont on a eu une petite démo en fait aussi, mais cette fois c'était au Computex quelque part, donc mais bon, c'était quand même une démo de ce truc-là. Et donc le Fidelity FX Super Resolution, c'est un petit peu le DLSS d'AMD, pour faire simple, et on a eu une démo sur Radeon 6600 XT, donc c'était un comparatif sur le jeu Godfall, et vous le savez, je n'aime rien de plus qu'un bon comparatif où on compare pas les mêmes choses. Ah oui, c'est vrai, quand on parle des choux et des carottes, c'est toujours parce que pertinent. Pour montrer leur Fidelity FX Super Resolution, AMD a repris des vidéos de Godfall en coupant l'écran en deux. Un côté c'est du natif 4K et de l'autre c'est du côté upscalé. Bon. Et ça c'est mal, parce que sur les deux côtés de l'écran, il n'y a pas la même chose en général. Et s'il n'y a pas les mêmes choses, on peut pas comparer équitablement. C'est pas compliqué comme concept. En plus, la première scène était assez courte, mais comme apparemment c'était encore trop simple, sur la deuxième vidéo, ils ont carrément coupé l'écran en 5 bandes, avec des réglages différents. Donc 5 bandes minces sur lesquelles on voit pas les mêmes choses, sur des scènes qui bougent, et qui durent 10 secondes. Qu'est-ce que tu veux qu'on compare exactement ? Bon. Le pompon, c'est la dernière vidéo où ils montraient en fait que leur système marche aussi sur des cartes Nvidia.
Et c'était un travelling. Moi, j'adore parce que tu fais un travelling avec du motion blur, tu sais, et dessus, tu compares les upscaling. Bon, bref, évidemment, c'est pas simple de voir la différence. Donc après tout ça, je n'avais strictement aucun avis sur le Fidelity FX Super Resolution, mais heureusement, je suis sûr que Digital Foundry va faire ça avec une analyse au pixel près de ces trucs. Parce qu'évidemment, pour faire un truc sérieux, il faut prendre les mêmes images et faire un zoom dessus pour voir effectivement, pour pouvoir juger de la qualité des trucs. Mais ça sera fait, j'en suis sûr, dans les semaines qui viennent. Avec la fluidité qui va bien. Et puis on va conclure, c'est toujours un petit peu compliqué de ne pas parler de la Switch, Guillaume, surtout quand les rumeurs se font aussi persistantes en vue d'une Switch Pro. Oui, mais sauf que c'est pas du tout celle-là. Pas du tout. En fait, c'est une Switch Pro plus pro encore que Pro. Pourquoi ? Tout simplement parce que il semblerait que Valve ait dans l'idée de créer sa propre Switch. Et oui, Valve, donc ça veut dire que en fait ce serait un PC, mais qui aurait la forme d'une Switch, si on en croit en tout cas les fuites et les sur le proto sur lequel ils sont en train de travailler. Alors, c'est pas une nouveauté, un PC qui a une tronche de console et à laquelle vous jouez à des jeux Steam. Je veux dire, tous les gens qui connaissent les GPD Win savent ce que c'est depuis longtemps, il y a vraiment aucun problème. Bon, là, ce serait donc Valve qui plancherait sur un truc qui s'appellerait le Steampal, qui probablement, aurait la tronche d'une Switch et pourrait jouer à des jeux PC, donc tout simplement, qui seraient intégrés sur Steam. Probablement sans clavier, donc un truc vraiment tactile avec pas mal de boutons, mais pas de clavier. Bon, c'est pas du tout clair, très honnêtement, que ce truc voit jamais le jour. C'est encore moins clair que ça voit le jour cette année avec la pénurie de composants dont on parle tout le temps là, mais bon. Oui. Voilà, et surtout, je sais pas si ce truc pourra valoir 300 balles, parce qu'en fait, il existe déjà des PC qui ressemblent beaucoup à des Switch sur lesquels on peut jouer confortablement à des jeux PC. Mais le problème, c'est que c'est des trucs qui vont plutôt chercher dans les 700-800 € quand même, hein, avec des Ryzen et ce genre de trucs. Ouais. Il y a énormément de solutions à la Switch. Après, ce qui est rigolo, c'est que ça surfe sur un engouement qu'on voudrait par rapport au format de l'appareil. Évidemment, il y a aussi beaucoup plus de choses que le format de l'appareil qui fait rencontrer le succès de Nintendo par rapport à la Switch. Mais on comprend qu'il y a en tout cas une recherche dans cette direction. Eh ben, écoute, après tout, pourquoi pas, Guillaume ? Un petit mot en conclusion quand même, qui est ni du jeu vidéo, ni du en vrac, peut-être un mix des deux, mais vous pourrez aller regarder ce petit article de The Wired qui parle des tubes cathodiques qui rencontrent le même avenir ou le même présent que ne l'ont aujourd'hui par exemple les disques vinyles, ces technologies du passé qui ont une authenticité qui n'est pas aujourd'hui reproduite suffisamment efficacement. Donc surtout, est-ce qu'ils vont en refabriquer, tu crois, comme les vinyles, parce que les vinyles ils en repressent. C'est pas ce qui est indiqué dans l'article, mais pourquoi pas. J'imagine bien qu'ils ont fait refabriquer des vinyles et ils se vendent pas mal de cassettes vidéo, de cassettes audio maintenant, alors que les productions s'étaient même presque arrêtées. Alors pourquoi pas, moi on pourrait presque le souhaiter, mais je sais que j'ai un ami qui a une borne d'arcade chez lui, et effectivement il a cette authenticité avec le tube cathodique qu'il n'arrive pas à avoir avec d'autres écrans, qui arrivent certes à simuler le rendu, mais qui n'arrivent pas du tout à avoir le même affichage. Écoute, pourquoi pas ? Moi, je suis plus convaincu par la pertinence et la spécificité des affichages des tubes cathodiques que par le son des vinyles que je n'arrive absolument pas à capter. Mais peut-être que je passe à côté de belles découvertes audio, Guillaume. Je sais pas. Merci beaucoup Guillaume pour la veille, la préparation et ta présence pour cette émission de Tech Café. Je ne peux que vous inciter, évidemment, si jamais cette émission vous a intéressé, informé, vous a fait sourire, à aller nous soutenir sur patreon.com/techcafé. Le lien est dans les notes de l'émission. Guillaume, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver à titre individuel ? Non, mais on peut pas. Je serai dans mon atelier en train de créer la 2e sculpture en air libre. Oh, ben oui, tu m'as piqué l'idée. Je voulais me faire des sous avec ça. Il faudra peut-être qu'on la vende par NFT et on verrait combien on arrive à récolter. Ce serait magnifique parce qu'en plus, t'as une sculpture en air libre, donc déjà c'est assez rapide à faire, et tu peux faire 1000 NFT dessus. Est-ce que tu offres la livraison avec, même à ceux qui n'ont pas Amazon Prime ? Livraison gratuite pour tous, bien sûr. Bon, merci Guillaume. Vous me retrouvez pour ma part sur guillaumevendée.fr. J'en profite aussi pour vous inviter à venir discuter entre vous et avec nous sur le serveur Discord. Le lien figure dans les notes de l'émission.
Les abonnés à Patreon peuvent accéder notamment grâce à une chambre de discussion sur Discord aux notes des épisodes avant leur enregistrement. Et puis on y discute aussi de plein d'autres choses cool comme de voisinage par exemple, alors ce qui peut être plus ou moins cool selon les témoignages. Et puis tiens Guillaume, sur Discord ça discute aussi sur le dernier épisode de Paraculte qui parle notamment de culture japonaise, avec Jean-Michel Abrassard. Tu as parlé d'un manga au nom assez extraordinaire, Relife, et Guillaume, alors qui n'est pas toi et qui est encore un autre Guillaume, on est très nombreux, qui anime d'ailleurs un streetcast immigré au Japon, parce que par définition il habite au Japon. Il s'est ému lui de quelques petites frustrations des informations qui ont été partagées dans l'épisode. Alors j'aurai peut-être l'occasion de revenir sur quelques éléments avec lui dans un autre épisode, mais donc vous avez parlé du manga et de la culture japonaise, enfin de Relife et de la culture japonaise avec Jean-Michel Abrassard. Et puis tiens, pendant qu'on y est, foncez aussi écouter le dernier épisode de Relife. Dans le dernier épisode, Matt et moi vous avons parlé de véhicules électriques avec un autre ami de Matt qui est des Suisses, qui est parti au Québec. Bref, vous saurez tout ça en écoutant Relife, mais le podcast, ça s'écrit RELIFE. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt dans un prochain épisode de podcast. Ciao à toutes et à tous.